Sugar Bowl remix, Sugar Bowl remix. Let's go! Say Marcus Freeman, let's show him how the Irish fight. Notre Dame teammates, let's get it. This is the way we live. Notre Dame number one on the field. We the fighting Irish, yeah, that's real. So beating these teams is no big deal, big deal. This is the way we live. Here come the Irish! Bonjour à tous, fans de Notre-Dame ou non, nous nous retrouvons aujourd'hui, une semaine de plus, pour un résumé d'un match de play-off de Notre-Dame. Nous nous retrouvons parce que Notre-Dame a encore gagné et vous devriez voir les sourires d'abrutis que nous avons devant nos caméras tellement nous sommes heureux. Ça a été, on va dire, 24 heures de pur plaisir, de sourire niais. Bon là, je regarde Léo et Christian et je peux dire avec certitude qu'ils ont passé une très très bonne journée. Alors d'abord, salut Léo. T'as passé une très bonne journée, je suppose. Salut, ouais, très grand moment que j'ai vécu hier, c'était vraiment énorme. Enfin, on avait beaucoup d'attentes pour ce match, notamment avec le podcast qu'on avait enregistré la semaine dernière. Et franchement, ça s'est tellement bien déroulé et le résultat est juste parfait en fait. Alors malheureusement, ça a été, on a dû attendre 24 heures de plus pour avoir notre dû avec ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans. Mais voilà, on a répondu présent dans un gros moment. On a battu une grosse équipe de la SEC dans un match du Nouvel An. Notre-Dame est de retour à son plus grand et c'est pour mon plus grand bonheur. Donc très heureux. Salut Christian, comment tu vas? C'est magnifique. 1993, la dernière fois que Notre-Dame a gagné un match aussi important. Je ne ferai pas le tour de la table pour savoir où étiez-vous en 1993, mais je peux vous partager qu'en 1995, c'était ma première visite du campus. Et 93, si je ne me trompe pas, c'était pas la dernière saison de Lou Holtz comme entraîneur aussi. C'est magnifique. Magnifique. Pourquoi? Puisque je dois rendre hommage à Marcus Freeman aujourd'hui. Marcus Freeman et son projet, ça ne s'est pas construit en un seul jour. Ce programme-là s'est construit, là, on peut regarder le recrutement 2023, recrutement 2024. Les joueurs qui ont transféré à Notre-Dame, des joueurs bien choisis. La différence hier, et vous me parlez de moments clés, oui, effectivement, on a eu chaud. On savait que Georgia était une puissance. Et même à la toute fin, nous n'étions pas convaincus. Il restait 2 minutes, puis on voyait les fantômes de Georgia Tech, Georgia venir nous hanter. On anticipait peut-être un retour de Georgia, on ne sait jamais. On a vu les longues séquences de Georgia, cette capacité quand même à créer des jeux explosifs. Nous n'avions pas totalement confiance, on va se le dire. Notre attaque aérienne était difficile. On voyait une ligne offensive dominée par la défense de Georgia. On voulait garder le ballon plus longtemps. Ça a pris beaucoup de créativité. Et la pensée qui m'est venue, c'est que je sais très bien que nous n'aurions pas gagné ce match avec Brian Kelly. Nous n'aurions pas gagné ce match avec Tommy Rees comme aussi. Nous n'aurions pas gagné ce match avec, surtout pas Coach Parker comme aussi. La créativité, l'agressivité, la physicalité, la violence des joueurs de Notre-Dame sur le terrain. Et le coach de Georgia l'avait dit avant le match, Notre-Dame joue du football à la SEC. Et c'est ce qu'on a vu hier, ça ressemble beaucoup à ce que Florida peut jouer comme football, même les belles années de Tim Tebow, du football inspiré en défense, on maximise chacune des séquences. Mais je termine juste là-dessus, la différence de Notre-Dame cette année versus les années antérieures, des money players. Nous avons des joueurs clés qui sont capables d'élever leur jeu d'un cran quand le besoin se fait sentir. Et ce n'est pas une victoire d'un individu, c'est une magnifique victoire d'équipe. C'est une défense qui est venue relever, et les unités spéciales également qui ont réussi un excellent jeu clé, mais plusieurs petits jeux clés également dans la partie. Oui, le retour d'Harrison, on va en parler tantôt, mais beaucoup de petits jeux qui ont fait la différence. Alors, c'est un travail d'équipe extraordinaire par une jeune équipe. Oui, les transferts ont eu leur mot à dire dans cette victoire, on en parlera plus tard, mais ouf, les amis, l'émotion, là, si vous êtes un partisan de la SEC aujourd'hui, je tiens à nous excuser des propos que nous allons tenir, mais le plaisir que nous avons eu à se rappeler les commentaires et de vous voir dénigrer Notre-Dame au cours des dernières années. L'éléphant blanc à faire tomber était Georgia, il est tombé hier. Nous souhaitons Ohio State en finale. Fin de la discussion.
Et enfin, Théo, quelle soirée nous avons vécue. Excellente soirée, super heureux et surtout une victoire historique. Victoire historique, je crois que Christian a vendu la mèche. C'est certainement la plus belle victoire de Notre-Dame depuis le fameux Cotton Bowl de 1993, qui était alors à cette époque-là face à Texas A&M. Alors on pourrait débattre avec le Oklahoma 2012, avec le Clemson 2020, mais là je pense que nous atteignons une autre sphère. Pour être honnête, on est dans une autre dimension parce que Notre-Dame a battu Georgia sur le score de 23-10 lors du Sugar Bowl. Donc, première victoire en bowl majeur depuis 1993. Nous étions sur une série de 11 défaites consécutives. Georgia qui était classé numéro 2 par le comité, qui était évidemment champion de SEC, la SEC. Pour parler de ce match, on va procéder ainsi cette fois-ci en remontant cette rencontre d'un point de vue chronologique du premier quart-temps jusqu'au quatrième, parce que je pense que nous pouvons tirer des enseignements de cette chronologie. C'est un match où il y a eu, je trouve à mon sens, des périodes précises que l'on peut découper, que l'on peut analyser. Alors commençons dès maintenant avec ce premier quart-temps, avec un premier drive de Notre-Dame. Un premier drive de Georgia que Notre-Dame a parfaitement contenu pour aller provoquer le free and out. Ce que je disais sur Twitter, c'est que Georgia, hormis grâce à un flag, un holding de Christian Gray, qui, je pense, nous a fait très peur et nous a fait croire à un mauvais match de sa part. J'ai en souvenir un message de Léo qui flippait un petit peu, nous a fait craindre un match difficile pour lui. Mais au final, ce drive se termine sur un fumble malheureusement qu'on ne recouvrera pas de Gunnar Stockton, mais qui a mis, j'ai envie de dire, l'équipe dans le ton dès le début du match. Oui, puis je pense que c'est le mot-clé que tu viens de dire, c'est ça, c'est le fameux sac de Jack Kaiser qui a créé le fumble. C'est le message que ça a envoyé à Georgia. On était début, et on sait, là, c'est d'intimider un peu l'adversaire, et ce que ça envoie comme message, c'est que Notre-Dame sera présent ce soir. Et ça ne sera pas facile, ce ne sera pas une victoire facile ou un match facile pour vous, Georgia. Et je pense qu'on a réalisé avec le fameux 3 and out que, oh, attention, là, ils sont là pour jouer pour vrai, là. Et c'est ce que je retiens de cette première séquence. Est-ce que Théo, il y a eu 2 roughing kicker, enfin running into the kicker sifflé à l'encontre de Bryce Young. Est-ce que tu penses que c'était fait à dessein, que c'était voulu, on était là pour marquer notre territoire, pour dire à ce punter qui, de ce que j'ai compris, effectuait son premier match en carrière, était de lui dire mon gars, tu vas passer une mauvaise soirée, quitte à perdre 5 yards et après 15 yards. D'ailleurs, les 15 yards que Kirby Smart a refusé, a décliné. Alors que ça soit intentionnel ou pas, ça je ne sais pas. Personnellement, je pense qu'avec la rage qu'ils avaient en eux de vouloir absolument dominer ce match dès le début, il est possible qu'il a voulu aller montrer qu'il allait dominer, qu'il allait revenir pour faire peur à Spunter. On a pu voir la vidéo sur les réseaux sociaux où on le voit foncer dans sa jambe concrètement. C'est une action qui fait à la fois peur, mais à la fois qui est belle et qui montre que les joueurs avaient cette envie. Peu importe sur quelle action, peu importe que ce soit l'offense, defense ou special team, qui vont se donner jusqu'au bout. Et d'ailleurs, les paroles de Freeman avant d'entrer sur le terrain, dans le vestiaire, ce qu'il a demandé à ses joueurs, c'est de jouer avec violence ce soir. Et je trouvais que ça résumait bien la situation lorsqu'on regarde cette entrée en matière, 2 fois 2 pénalités, heureusement des 5 yards dans chacun des cas. Mais cette agressivité-là, c'était pour passer un message, oui. Mais de mon côté, pour vous, je ne sais pas pour vous, mais le cœur m'a arrêté de battre. Il faut se contrôler. Là. C'est des pénalités inutiles. Ah ouais, les pénalités, c'est quand même un truc qui a porté défaut à Notre-Dame. Ça a été un péché mignon depuis un moment et j'avais peur que le match commence comme ça. Après, heureusement, les conséquences ont été moindres et on a réussi à récupérer le ballon derrière. Alors, pour un premier drive offensif qui n'a pas donné grand-chose, on va en revenir un peu plus tard dessus, mais l'attaque a quand même pris un peu plus de temps à se mettre en route que la défense. Et c'est plus sur le drive offensif qui suit de Georgia, sur lequel le premier big play du match va arriver avec sur cette 3e et 2, il me semble, le blitz qui arrive et Adon Schuler qui va délivrer un très gros contact sur le running back de Georgia, casque sur le ballon sort
est recouvert par Jaden Asbury, le natif de Louisiane qui jouait à domicile. Qui est de Bâton Rouge en plus. Il venait okay. d'un lycée qui se situe sur le campus de LSU, University Lab. J'en souviens à l'époque, ça avait fait parler. Et ouais, en fait, ça arrive à 2 minutes de la fin du premier quart-temps. Après 10 minutes, comme tu dis, compliqué offensivement, tant pour Georgia que pour nous. C'est ça. Et là, on récupère le ballon. Encore une fois, même effet que pour que de Jack Kaiser. Ça donne le ton. Et on savait que Notre-Dame devait se nourrir de ces petites erreurs, que Notre-Dame devait provoquer des turnovers pour se donner une chance. Et c'est chose qui a été faite. Bon, malheureusement après, on repère le ballon immédiatement sur le drive suivant, mais ça nous a mis dans le match. Oui, puis Asbury, c'est la 4e fois cette année qu'il récupère un ballon comme ça. Pour vous dire, des joueurs, il n'est pas titulaire, Asbury, là. Généralement, ce n'est des plus présents, mais on sait que ça a été beaucoup de rotation cette année et c'est ce que je retiens de ce match. Ce ne sont pas nécessairement les titulaires qui vont performer, mais des joueurs clés qui sont arrivés à des moments névralgiques pour réussir de grands jeux. On a parlé de money player, de joueurs capables de lever leur jeu d'un cran. Asbury, ce qu'il a fait, mais surtout le jeu de Schuler. Schuler, rappelons-nous, en début de saison, on n'était pas convaincu que Schuler était titulaire et finalement, il nous a donné une saison extraordinaire et avec un jeu magnifique comme celui-ci. On passe au deuxième quart-temps, drive suivant. Et là, Gunnar Stockton lance une passe de 67 yards pour Arian Smith, le receveur qui court très très vite de Georgia. D'ailleurs, qui n'a pas droppé de ballon sur cette rencontre-là, malheureusement. Assez rare. Qui est plaqué par Xavier Watts. Mais Georgia, et là on peut remercier le joueur Walcon qui était sur la sideline, a bousculé l'arbitre, ce qui leur a retiré 15 yards et peut-être qui nous a sauvé d'un premier touchdown. Et au final, Georgia n'inscrit que 3 points par l'intermédiaire d'un field goal. C'est un signe du destin ou pas? Est-ce que c'est un signe des dieux du college football? Je veux dire, ça monte peut-être un petit peu les standards de chaque université. À Notre-Dame, on a Rudy en walk-on et tous les messages qu'il transmet. Et à Notre-Dame et à Georgia, pardon, ils ont des élèves qui font des DUI et qui sont dans la zone des arbitres sur la sideline et qui coûtent des yards. Mais ouais, au final, effectivement, ça a changé. Enfin, ça a bien aidé Notre-Dame et merci à ce walk-on qui, à mon avis, n'est pas proche de voir le terrain dans les prochaines années. On pourrait lui offrir une bourse. Produit local. Ouais. Théo. Magnifique en tout cas cette action, vraiment un pur produit local. En plus, il me semble que c'était un cornerback sophomore qui n'était du coup pas équipé sur le bord du terrain, oui, et qui vient et qui bloque le ref et qui crée une fausse. Sur cette action, c'est gag. Sur cette action, d'ailleurs, et qui est la seule action de Smith du match, c'est sa seule réception. Très bien poursuivi par Xavier Watt qui vient sauver l'action, parce qu'il avait bien pris de vitesse, je crois que c'était Gray. Christian Gray, qui a pris Christian Gray de vitesse. Grosse réception, sa seule réception, heureusement, mais c'était quand même de plus de 60 yards. Ouais, c'était ça, 60 yards, mais et oui, au final, Georgia a quand même réussi. C'est un peu leur premier big play, mais aussi seul du match. Ils n'ont pas derrière réussi à grandement développer via ces actions qui font leur force. Et oui, ça passe notamment par le fait que ce receveur qui est quand même une de leurs targets favoris a seulement eu une réception et pas de drop, qui est un de ses péchés mignons. Donc ça veut dire qu'il n'a pas été plus visé que ça. Donc ouais, et le match ensuite donc on continue avec donc ils arrivent à marquer un field goal sur cette possession et nous on récupère la balle sur la possession suivante et on inscrit directement un field goal ce qui nous permet de rester dans le match et c'était quelque chose aussi, je pense, de très important de pas se laisser mettre derrière comme Oregon face à Ohio State où finalement le match était bouclé au bout d'un quart-temps et donc oui, l'équipe finalement même offensivement a réussi à répondre et à inscrire ces 3 premiers points qui ont lancé le match aussi pour l'attaque. Ce drive a été très intéressant à plusieurs égards, évidemment parce que nous marquons, comme tu dis,
ses points et ne nous laissons pas distancer. Deuxièmement, parce que Riley Leonard nous sort une course de 32 yards magnifique sur un design run. Ouais. Et c'est à partir, à mon sens, de ce drive que Mike Denbrock a commencé à mettre en place sa stratégie. Et on savait que c'était le talon d'Achille plutôt de Georgia, de défendre ses quarterbacks très mobiles, comme ce fut le cas face à Georgia Tech avec, c'était pas Zach Pyron, c'était Haynes Kings. Et bon, d'ailleurs, il y a eu un face mask assez évident qui a pas été sifflé, mais tout de suite, ça nous a mis dans le jeu, quoi. Ça nous a lancé offensivement. Et ce field goal de Mitch Jeter à 44 yards qui nous sort un 3 sur 3 ce soir, premier field goal, et qui là aussi nous a mis en confiance. Et je pense que s'il l'avait loupé, ça aurait été différent. Peut-être que nous aurions tenté les 4e tentatives en seconde mi-temps d'ailleurs en fin de deuxième quart-temps, et que l'issue du match aurait été différente. Et ce drive a été très très important, voilà, pour ces 3 raisons. Ouais, il était bien en confiance. Je sais pas si c'est le fait de jouer dans un dôme qui du coup aussi change en termes d'environnement, et il y a pas de vent dans un dôme, donc il se sentait peut-être mieux. Et moi, je l'ai trouvé plutôt serein sur ces 3 kicks qui nous ont quand même apporté 9 points, et plus l'extra point. Et il avait même une belle distance, parce qu'au final, sa moyenne, elle doit être de 45 yards sur le match, avec une petite marge. Donc on en avait parlé la semaine dernière comme un des points faibles de Notre-Dame. Cette semaine, on est quand même plus rassuré sur ce point-là. Absolument, c'est une belle histoire, Jeter, parce qu'on sait qu'une blessure à l'aine, on peut pas contrôler ça, là. On peut pas faire une injection et tout est soulagé. Fait que, oui, il y a de la confiance, il y avait un petit peu de mental lorsqu'on sentait que c'était plus difficile dans les derniers matchs, mais clairement, cette blessure-là n'était pas rétablie. Et là, de le voir s'exécuter sur 3 performances comme celle-là, c'est 11 points, Jeter, dans le match quand même, qu'il nous a donné. Vraiment, qui aurait dit que c'est Jeter qui va nous permettre de gagner le match? Je ne dis pas que c'est lui, mais vraiment, comme tu dis, ça a donné confiance à l'ensemble de l'équipe sur les possibilités. Et surtout qu'on a vu que notre stratégie habituelle de donner le ballon à Love, ça ne passait pas au centre. On n'était pas capable de créer les ouvertures. Love termine le match, je ne me trompe pas. C'est minime. Je comprends qu'il a été blessé, et ceux qui se posent la question, semble-t-il qu'il n'y a pas de doute, il sera présent pour le prochain match. Mais si je reviens pour les statistiques de notre ami Love pour le match, c'est 6 courses pour 19 yards. Une moyenne de 3,2, ça ne passait pas. C'était à coup de 2-3 verges et c'était difficile. Et c'est normal, on en a parlé toute l'année, c'est une jeune ligne offensive, Notre-Dame. Quand vous regardez d'ailleurs, les 5 joueurs pourraient être de retour la saison prochaine, et même ne seront peut-être même pas titulaires. Et de les voir performer contre une équipe comme Georgia, une grosse machine comme ça, de réussir. On n'avait pas le choix de sortir de la pochette protectrice et de penser que Leonard allait courir. Ma surprise était parce qu'on a vu plus Leonard courir plus que la partie avancée. Je pensais que ça allait être plus tôt, voyant que Love, ça ne fonctionnait pas. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, on a essayé aussi de faire des petits screens ici et là, ça ne fonctionnait pas également. Georgia était trop rapide. Alors, on n'avait pas la possibilité de se créer de la distance, et c'est ce qu'on anticipait. Alors, de voir cette course de 32 yards-là, wow! C'était un match pour adultes. Et c'est vrai que j'ai trouvé qu'on n'a pas beaucoup utilisé Love, hormis pour des inside runs, alors qu'on sait que Jeremiah Love quand même excelle dans les outside runs, en prenant les linebackers sur le flanc de vitesse. Après, ça peut se comprendre quand on connaît les linebackers de Georgia qui sont des missiles, un peu comme notre Jalen Smith dont on aura l'occasion de parler après. De ce côté-là, ça se comprend. À la fin du deuxième quart-temps, à 43 secondes, Mitch Jeter inscrit un nouveau field goal de 48 yards, 4 de plus que le précédent. Et là, le match devient fou. La minute qui suivra deviendra folle, puisqu'il s'agit d'une minute, puisque Gunnar Stockton est saqué par R.J. Obon, qui sortait d'une saison, pour pas dire mauvaise, inexistante. On l'a pas vu de la saison. Oui. Et qui là provoque sur le sac le fumble qui est recouvert par Junior Tualamaka. Et incroyable, nous récupérons le ballon dans les 15 yards, je crois, dans les 13 yards, à la ligne des 13 yards de Georgia, ce qui permet, sur le premier jeu qui suit,
Riley Leonard de trouver Beau Collins pour un touchdown. Ça fait 13-3 avant le début de la seconde mi-temps. Que dire si ce n'est que voilà, R.J. Aubin a décidé dans le match le plus important de l'année de step up, de montrer quel était son vrai niveau, celui auquel il évoluait à Duke. Surtout avec une ligne défensive qui est assez dépeuplée, ça pouvait pas venir à un meilleur moment que celui-ci. Et Kirby Smart l'a reconnu en entrevue lors du début du troisième quart que c'était une erreur de penser de forcer le jeu en fin de deuxième quart comme ça, plutôt que d'y aller peut-être au sol et de gruger les terrains, de rentrer à la demi avec un retard de 6-3. On a voulu jouer gros. Nous sommes Georgia, nous sommes puissants, nous sommes la S ici. Nous pouvons vaincre n'importe qui. Alors de penser de faire une longue passe comme ça, de pouvoir battre. Je crois qu'on a vu les films de USC, on s'est dit que les cornerbacks sont battables à Notre-Dame, mais il fallait avoir en tête que c'est un quarterback quand même qui jouait son premier match à titre de titulaire. Même si Stockton est un excellent corps, et là, n'en déplaise encore là aux partisans de Georgia qui nous disent aujourd'hui, oui, Notre-Dame, vous avez battu un quarterback qui était le numéro 2 à Georgia. Ben, ces mêmes personnes-là nous disaient la semaine dernière que Stockton était meilleur que le quarterback numéro 1. Et d'ailleurs, c'était un quarterback qui amenait un élément de plus quand même, qui avait la capacité de courir. Ceci étant dit, je crois que c'était une erreur de mettre cette pression-là. Il y avait trop, surtout avec un coordonnateur défensif comme Golden qui a vu neiger, on savait très bien que ça allait mettre beaucoup de pression sur Georgia. C'était risqué et ça n'a pas payé. Contre eux, ça a coûté 7 points. Et dites-moi, les gars, si vous en rappelez, on passera la deuxième mi-temps dans quelques instants, mais justement, en début de deuxième mi-temps, Nick Saban, qu'est-ce que je dis, Kirby Smart appelle un temps mort et on le voit en train de rassurer Gunnar Stockton en lui faisant, vous savez, les gestes avec les mains, mais calme-toi, ça va bien se passer. Stockton avait l'air complètement mais effaré, mais complètement perdu. Et ça, je pense que ça vient justement de cette fin de première mi-temps et de ce début de deuxième mi-temps où il a eu besoin voilà, de tout arrêter pour remettre son quarterback dans le droit chemin. Et à partir de là, Stockton a perdu confiance. Et je ne sais pas si vous l'aviez relevé d'ailleurs. Ouais, bah effectivement. Alors, c'est vrai qu'il prend un temps mort parce que je crois qu'il est à 2 doigts de commettre un delay of game et qu'il n'arrivait pas à contrôler son début effectivement de deuxième mi-temps qui du coup s'est aggravé en fait avec le retour de kick-off qui a suivi. Ouais, qui était avant, ouais, parce que qui si tu était peux juste décrire avant. ce qui s'est passé pour ceux qui ne le savent pas ou qui veulent se le rappeler, s'il te plaît, Léo. Oui, donc tout à fait. Donc le score à la mi-temps était de 13-3 pour Notre-Dame. Après le touchdown inscrit donc à la passe sur un très beau jeu bien appelé, un run pass option pardon, avec justement en fait on voit le safety qui décroche en pensant qu'une course va être appelée avec le personnel et ça libère de la place dans la end zone et la passe est bien assurée et donc sur le kick-off de la seconde mi-temps qui suit, Notre-Dame reçoit la balle pour débuter la seconde mi-temps. Et Jaden Harrison, notre transfert de Marshall, qui avait déjà retourné 2 kick-off l'année dernière, qui n'en avait pas encore retourné cette année pour Notre-Dame, sort dans ce gros moment cette grosse action et remonte tout le terrain en slalomant à travers les joueurs avant de prendre la vitesse le long de la sideline. Et donc, en fait, en l'espace de 11 secondes en termes de temps de jeu effectif, on a marqué 11 points et le score est passé de 6-3 à 45 secondes avant la mi-temps à 20-3 au moment où justement Gunnar Stockton est rentré sur le terrain. Et donc oui, je pense que derrière ça a été très compliqué. On parlait justement au début de match de Notre-Dame qui voulait pas prendre de retard et qui a bien fait en assurant ses field goals. Georgia a échoué dans cette mission-là et oui, derrière ils ont quand même ça a été très stérile. Ils ont réussi un peu à remettre leur jeu en place avec une belle passe qui amène à un touchdown, mais voilà, personnellement, je trouve qu'on l'a peu vu en deuxième mi-temps et c'est justement à ce moment-là que Notre-Dame a beaucoup eu le ballon et a remonté en termes de temps de possession. Oui, temps de possession quand même, on n'aurait pas pensé ça parce que si vous vous rappelez les 2 premiers quarts, Notre-Dame tirait beaucoup de l'arrière. C'était À rien.
À peine, et on finit la partie, et notre temps de possession, si je ne me trompe pas, est plus élevé que celui de On a Georgia. 31 minutes 30, ouais, c'est ça. On a au final plus eu le ballon que Georgia, ce qui est quand même assez inattendu. Et oui, au début de match, c'était vraiment pas donné dans ce sens-là. Et donc ça montre aussi justement le changement de momentum et le manque de confiance derrière de Georgia. Je sais pas ce que vous en dites. Mais Stockton a subi une pression énorme lors de la première mi-temps. C'est quand même sur 2 sacs, 2 fumbles. Oui. Ça fait perdre énormément de confiance. Surtout que un des fumbles a donné sur un touchdown. Tu perds une énorme confiance là-dessus. En plus de ça, tu prends 17 points en à peu près 40 secondes. Ton moral tombe. Absolument. Puis, vous savez, nous avons joué sans Riley Mills. Et lorsqu'on regarde les films de la saison, il y a Riley Mills dans chacune des parties. Et là, vous êtes entraîneur-chef de Georgia, vous devez préparer votre attaque. Et tout ce que vous possédez comme vidéo, il y a Riley Mills comme vidéo. Et là, alors, il y a Al Golden qui a construit une défense, sachant très bien que Gabriel Rubio ne ferait pas le même travail et a diversifié sa pression. Tantôt, c'était Bowen. On a parlé de Junior un petit peu plus tôt. Aubin, ça s'est promené gauche-droite. La pression venait beaucoup plus des linebackers. Alors, dans la préparation de match, et on ne l'a pas dit, et là, on peut dire, les coachs de Notre-Dame, notamment Marcus Freeman, a mieux coaché que Kirby Smart. Faut se le dire, Notre-Dame était définitivement mieux préparé pour ce duel que Georgia. Et puis, comme vous le dites, ça fait quand même depuis une semaine que tous les analystes, notamment sur ESPN, parlent de cette différence, de cette ligne offensive de Georgia et de notre ligne défensive dépeuplée, blessée, trop petite. Et au final, cette ligne défensive a saqué 4 fois Gunnar Stockton, a provoqué 2 fumbles, a mis une pression de dingue. Monroe Freeling, le left tackle de Georgia, a subi un véritable calvaire tout du long du match. On parlera après du sac de Donovan Inish, mais qui est venu ponctuer sa performance exécrable. La façon dont cette ligne défensive a réussi à créer de la pression et surtout à empêcher Georgia de courir, moi, me bluffe. Je pensais que ça allait être notre talon d'Achille une nouvelle fois, ce qui allait causer notre perte lors de cette rencontre, mais pas du tout. Cette ligne défensive est encore plus à l'intérieur, malgré le fait qu'il y a eu très peu de rotation. Je crois qu'il y avait que Cross, Rubio et Inish, pas d'autres joueurs. Les Mukam, Tunsa ne sont pas rentrés sur le terrain. Donc on a tourné avec 3 joueurs sur l'intérieur de la ligne défensive, avec des joueurs qui ont joué quand même relativement longtemps. Si on retire le dernier drive du match, où on garde le ballon pendant bien 5-6 minutes, je trouve que leur performance a été tout simplement exceptionnelle. Et je suis pas loin de penser que la décision s'est faite grâce à cette ligne défensive contre toute attente en fait. Et ça montre à quel point Al Golden a réussi à passer outre ce déficit, notre coordinateur défensif, outre ce déficit de taille, par la vitesse, par la mobilité, on le voit bien, surtout quand il y a la caméra derrière notre ligne défensive, les linebackers qui passent d'un côté, les D-line qui reculent, qui rentrent dans un autre gap. Enfin, c'était impressionnant, ça pétait de partout. Adam Schuler qui veillait au grain. Enfin, c'était, mais vraiment, une partie où notre coordinateur défensif a outcoach le coordinateur offensif de Georgia, Mike Bobo. Et oui. Ça, franchement, si on me l'avait dit en début d'année, il y a 1 an, il y a 2 ans, je l'aurais jamais cru. Et je pense qu'on a rapidement vu la faiblesse au niveau de Freeling, qu'on a changé. Hein. Il a commencé le match et je crois qu'il était tackle à gauche et il a terminé à droite. On a essayé de corriger, faire des corrections au niveau de Georgia. Mais Golden s'est réajusté, changé la pression. C'est un jeu d'échecs, hein, le football. Alors, lorsqu'on est conscient de ça et on prépare leur équipe, j'ai aimé ce que tu as dit. On parle beaucoup des coachs et je m'amusais à regarder en 2023. Si on regarde rapidement les joueurs que nous avons recrutés et combien, 2023, c'est pas loin, là, c'est des true sophomores. Ça veut dire c'est des joueurs de 2e année ou des redshirt freshmen. Nous avons Charles Jagassa qui, évidemment, a été blessé, mais qui aurait dû être titulaire cette année. Jeremiah Love, qui était le 2e meilleur joueur de cette classe-là, qui est notre running back numéro 1. Drake Bowen, titulaire comme linebacker. Christian Gray, cornerback titulaire également. Jaden Greathouse, qui est notre slot receiver titulaire également. Kenny Minchie, bon, peut-être on le verra, peut-être pas. Jalen Osbury,
un autre joueur clé, c'est des true sophomores que je vous nomme là, et j'inclus là-dedans Cooper Flanagan qu'on a peu vu dans cette partie quand même, et Adam Schuler, qui est notre safety titulaire également. Quelle classe incroyable! Et c'est ce type de recrutement-là. Je veux saluer aujourd'hui Brian Kelly qui nous disait que c'est impossible de recruter des joueurs de haut niveau à Notre-Dame, que c'est impossible de gagner des duels de ce type. Merci, M. Kelly, pour les enseignements. On regarde LSU de loin. Bravo encore pour votre belle saison, LSU, mais vous n'étiez pas là pour les gros matchs cette année. Mais c'est faisable. Et dites-vous que la plus grande peur du SEC, c'est de voir un Notre-Dame qui tombe dans le premier tiers des grandes équipes. Parce que dites-vous, avec NBC et tout le pouvoir médiatique, si Notre-Dame se place parmi les grandes équipes et que le recrutement devient de plus en plus facile, ça peut être une dynastie si nous gardons. On ne gardera pas tous ces coachs-là. C'est sûr et certain que certains vont avoir des opportunités ailleurs. Mais si Freeman demeure à la tête, je vous dirais que ça peut être. Je ne veux pas m'emballer trop. Commençons par le match de la semaine prochaine. Mais je vous dirais qu'on peut être sur une séquence de plusieurs belles saisons à Notre-Dame. Le troisième quart-temps se termine. Nous passons au quatrième quart-temps qui a fait vraiment beaucoup de mal à nos cœurs. Moi, j'ai cru que j'allais crever, mais je ne sais pas combien de fois parce que, au troisième quart-temps, quand ils mettent le touchdown très rapidement, je me dis, oh putain, ils vont revenir. Et là, ça, c'est de la torture, quoi. C'est de la torture. Le temps passe. Georgia ne marque pas. Sur le premier drive du quatrième quart-temps, Mitch Jeter inscrit un field goal de 47 yards, encore lui. 23-10, on a encore confiance, mais pas assez pour créer l'upset, parce que Notre-Dame n'était pas favori, je le rappelle. 9 minutes 30 à jouer, Georgia tente la 4 et 5 sur Lawson Lucky dont tu parlais Théo l'autre fois, leur tight end 4e et 5 qui ne passe pas, défendu par Rod Clark, le joueur transfert de Northwestern qui en fait un très très gros match. Les fans de Georgia ont demandé c'est Rod Hurd, c'est pas Clark. Clark, c'est lui d'Arizona State, c'est Rod Hurd qui a fait le jeu. Oui, Rod Hurd de Northwestern, c'est ce que je dis, non? Oui, j'ai entendu Clark. Mais... Ah oui, pardon, c'était Rod Hurd, qui est lui cornerback, Jordan Clark, qui a été très bon d'ailleurs, comme toute la saison, c'est notre nickel. Lawson Lucky s'effondre tout seul, il est jamais en position d'attraper ce ballon qui était, pas un 55, qui était un 50-50 en théorie, mais au final qui ne l'était pas. Le temps avance. Georgia appelle un temps mort. Et là, on arrive à la situation qui est passée partout sur les réseaux sociaux, où Notre-Dame est en 4 et 1, c'est ça? Oui. Notre-Dame est en 4e et 1. À la ligne de quoi? À l'intérieur de leur 20, si je me trompe pas? Dans leur 20 ou leur 30, il me semble, vraiment dans leur camp. Situation très, 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 très tendue, comme tu le dis, Augustin, avec effectivement, il reste encore du temps à ce moment-là. L'upset est toujours possible, et ce qui se passe va être très audacieux, une décision très audacieuse prise de la part du coaching staff. En fait, donc l'unité spéciale de punt est alignée, et on pense tous qu'un punt va être tiré, jusqu'à ce que sans comprendre de nulle part, tous les joueurs de Notre-Dame se mettent à sprinter vers notre sideline. Et en fait, à ce moment-là, c'est vraiment la surprise sur le terrain. À la fois les joueurs, le coaching staff de Georgia, mais également les arbitres ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Et l'attaque de Notre-Dame rentre en sprintant. Et donc, on s'aligne pour jouer la 4e tentative. Forcément, ça engendre des réactions du côté de Georgia qui ne sait pas comment s'aligner. Des joueurs rentrent, des joueurs sortent. Ils sont pas loin de commettre une pénalité de 12 joueurs sur le terrain. Et au final, à peut-être 5 secondes de la fin de la play clock, un joueur, Riley Leonard prend le snap avec un délai de peut-être une seconde, une demi-seconde, et un joueur défensif deux joueurs même défensifs de Georgia font un offside, et la pénalité nous permet d'avoir la première tentative et de continuer à dérouler derrière. Mais quel jeu, quelle audace, honnêtement. Et en fait, une audace qui est dans la suite logique de toute la saison.
Notre-Dame a beaucoup joué les 4e tentatives cette saison, souvent avec succès, là encore une fois, même si en début de match, d'ailleurs, on a joué une 4e tentative pardon, qui n'est pas passée à rien. Bon, d'ailleurs, on s'étonne qu'il n'y ait pas eu de ralenti, parce que tu regardes le ralenti, je dis pas que c'était évident, mais ça méritait au moins de regarder. Et là, Léonard en run. Ouais. Ouais, très mauvais choix de jeu pour moi. C'est un mauvais choix de jeu parce que tu vois Anthony Knapp qui loupe son bloc, mais quand tu regardes la vidéo, tu vois Léonard qui tend les bras, il n'est pas au sol. Ça aurait au moins mérité un ralenti, mais bon, là, c'était en premier quart-temps, on n'en a pas parlé. Et ce que j'ai adoré, c'est l'image a posteriori qui montre Marcus Freeman et Anthony Triche, notre directeur of analytics, qui est un ancien de PFF, Pro Football Focus, qui se font un petit regard, vous savez, les regards qu'on se donne pour pas que les autres nous remarquent, mais en l'espace d'une demi-seconde, ils disent « Ok, on y va ». Et je trouve que l'image était vraiment badass, quoi. Et je sais pas pourquoi, enfin, déjà, ça m'a rempli de fierté de voir qu'ils étaient capables d'amener cette audace à ce niveau-là quand les enjeux sont si grands, mais surtout de voir que cette audace a payé parce que nous récupérons 4 first down. Évidemment, on court sur la tentative après. Georgia n'avait plus de temps mort. Et comme ça, on a laissé filer l'horloge. Et c'est ce qui, au final, nous fait gagner. C'est ce qui a empêché Georgia d'avoir potentiellement une tentative pour aller chercher le touchdown et après l'onside kick. Et c'est comme ça que nous avons gagné. C'est pas un jeu qui a été futile, une sorte de gris-gris comme ça pour jouer à la baballe. C'est un jeu qui nous a permis de remporter le match. Et après, je vous demanderai dans une dizaine de minutes quel sera votre jeu préféré du match, le plus important, et il y a des chances que vous me le donniez. Et surtout, ce qu'il a rajouté là-dessus, c'est en conférence de presse, Freeman a été très humble sur ce jeu, à savoir, c'est des choses qui sont décidées en équipe et tout. Et c'est Leonard qui a corrigé Freeman. Non. C'est un jeu qui a été préparé il y a 48 heures par Freeman lui-même. C'est lui qui est derrière ce jeu truqué-là. Et ce que je tiens à souligner quand même, c'est, mine de rien, il faut se dire les vraies choses. Les jeux truqués sur des 4e jeux, ça a été incroyable cette année. On a qu'à penser à la course de Tyler Buckner, la passe de Tyler Buckner aussi dans sa propre zone contre USC. Beaucoup de créativité et je me mets à la place de certains joueurs de lycée qui doivent se dire hey, ça doit être cool de jouer pour Marcus Freeman, de voir toute cette créativité-là et cette énergie qu'il amène sur le terrain. Ensuite, jusqu'à la fin du match, ça a été comme ça pendant en fait 5 minutes. On va chercher le first down à chaque fois, notamment en 3e et 7 où Riley Leonard prend sur le flanc de vitesse peut-être Everett ou Walker, leur linebacker, et qui, grâce à un salto avant, va chercher la première tentative et qui a été l'une des images du match. Et au final, voilà, on leur rend la balle à 2 minutes de la fin. Gunnar Stockton tentera aussi une 4e et 6 à 1 minute de la fin de la rencontre et il sera saqué par Donovan Inish. Rideau, fin du match, Notre-Dame remporte le Sugar Bowl. J'ai pas parlé avant de ce qui se passait avec Jack Kaiser. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler. Et c'est comme ça que Notre-Dame a remporté le Sugar Bowl. Voilà, déjà, ce qui est certain, la plus grosse victoire de ma vie en tant que fan de Notre-Dame. Et je pense la plus grosse victoire de la vie des fans de Notre-Dame de moins de 40 ans. Ce qui est beaucoup. Ce qui peut inquiéter sur l'état du programme depuis maintenant une vingtaine d'années. Mais c'est comme ça, c'est le cas. Les blagues sur l'incapacité à gagner des gros matchs que l'on tient surtout à Brian Kelly est fini. On se prendra plus ces moqueries-là. Et on sent que voilà, il y a un changement de culture à Notre-Dame et il suffit de voir comment les autres programmes nous voient, comment les supporters lambda qui ont quand même, faut le dire, une propension naturelle à ne pas aimer Notre-Dame. C'est le problème des équipes comme ça qui ont une base de fans nationale un peu à la façon des Cowboys ou des Yankees en baseball. Il y a une sympathie qui se dégage de cette équipe et de Marcus Freeman et c'est quelque chose, encore une fois, il y a quelques années sous Brian Kelly, est-ce qu'on pensait qu'on arriverait à atteindre ce point-là? Je pense pas. Et ça fait vraiment plaisir de soutenir un programme qui
qui laisse transposer, vas-y, ce sentiment en fait. Et nous avons John Bon Jovi quand même avec nous. Je ne sais pas si vous avez vu les images sur Twitter où est-ce qu'il était en Nouvelle-Orléans avec son bateau, avec un gros logo de Notre-Dame sur son yacht. Je dis un bateau. Pour vous et moi, c'est plus qu'un bateau. C'est un immense paquebot de luxe, mais de voir quand même ces gens autour du programme, c'est magnifique. Et puis tous les anciens joueurs, même ceux qui ont joué sous Brian Kelly, qui étaient comme des fous, qui tweetaient, faisaient des vidéos. Il y a une vidéo de Khalid Karim, vous vous rappelez, notre joueur de ligne défensive qui faisait la paire avec Julian Okwara en 2018 notamment, où tu le vois la nuit courir je ne sais pas où, je ne sais plus où il joue en NFL, mais avec le drapeau de Notre-Dame dans la rue, Drew Tranquille qui a tweeté tout le match. Enfin, c'est trop bien, quoi. Il y a eu voilà, un peu comme nous, en fait, un sentiment de liesse qui a du mal à s'estomper, en fait. Tout simplement, moi, là, je suis toujours sur mon petit nuage. Aujourd'hui, je voulais travailler, j'ai pas réussi parce que j'ai pensé au match toute la journée. J'ai regardé le résumé 3-4 fois. J'ai lu tous les articles possibles, mais c'est trop bon, en fait, comme sensation. Et c'est un peu triste, mais on court après ces matchs-là, après ces victoires depuis très longtemps maintenant. Et avoir ce sentiment-là d'avoir fait cette performance, c'est irremplaçable, ça n'a pas de prix. Oui, et surtout. Comme tu dis, ouais, ça fait tellement longtemps et on mérite bien de le savourer un petit peu. On a la chance d'avoir encore du coup du football américain à suivre et des matchs de Notre-Dame à voir cette saison, ce qui est quand même exceptionnel. Historique aussi, c'est la 13e victoire, ce qui est une première dans l'histoire de Notre-Dame. Et donc ça montre que l'université effectivement revient à vraiment ses standards en termes de performance et maintenant il y a effectivement je pense qu'on a une vraie chance à jouer cette année et on va en parler pendant la preview du match de Penn State, mais voilà, l'avenir s'annonce radieux à Notre-Dame et profitons de ce moment et profitons de ce qui arrive. Oui, et nous sentons que cette équipe est spéciale. Elle est spéciale. Riley Leonard est inspirant sur le terrain. Et on le voit, il ne joue pas la vedette comme si c'était lui, le quarterback, et les joueurs devaient jouer pour lui. Il est inspirant, va chercher les gros jeux. Je regarde ces joueurs quand même qui ont transféré à Notre-Dame, qui auraient pu se plaindre de ne pas avoir de temps de jeu. Oui, des Harrison, mais quand on regarde du côté des receveurs, ce qu'on est allé chercher, Beau Collins, une saison correcte, mais sans plus. Certains joueurs auraient pu se plaindre du temps de jeu. Même Auburn, à un moment donné, qu'on a préféré le mettre un peu de côté pour donner du temps de jeu à des plus jeunes. Des joueurs sont restés dans le groupe. Si je ne me trompe pas, entre les deux matchs, les joueurs ont passé Noël ensemble aussi. Ils sont restés en famille, tandis que Georgia, je crois que pendant 3 jours, les joueurs sont retournés dans leur famille. Il y a quelque chose de spécial cette année. Est-ce que ça va se poursuivre? C'est notre prochaine discussion, mais je pense qu'on est rendu à nos 3 MVP si vous voulez bien qu'on revienne à... Oui, je vous propose alors si tu veux bien, Christian, une petite entorse, je vais demander chacun votre tour de me donner votre moment du match. Ça peut être pour plusieurs raisons. Qu'est-ce qui a fait changer le momentum? Quel était le jeu le plus important? Je vous laisse toute votre liberté et on commence par Théo. Théo, quel a été ton moment déterminant dans ce match? Alors moi, c'est la course de Léonard en 3 et 7, où il décide de partir sur le flanc, courir et se jeter au-dessus du défenseur pour aller marquer le first down. Pour moi, cette action a beaucoup marqué car ça montre surtout le sens du sacrifice de Léonard, que voilà, il peut se lancer, lui aussi il va à la guerre, lui aussi il va au contact pour l'équipe. Et c'est une action qui m'a beaucoup plu et qui est une vraie symbolique. Et aussi une autre action pour un petit peu plus se foutre de la gueule de l'adversaire, c'est l'énorme drop au 3e quart-temps de Georgia. S'il avait réceptionné la balle, ça partait directement pour un touchdown. Malheureusement, il est tout seul. Il arrive à drop la balle. Pour mon plus grand bonheur et le bonheur de tout le monde, mais quelle catastrophe. Je suis d'accord avec toi. Il y a aussi, il y a c'est toi qui as fait la remarque sur notre conversation. Il y a un third down où tu vois Leonard prendre le ballon, baisser la tête et, et rentrer dans le cul de son centre comme un malade pour aller chercher la tentative. Mais c'est trop bien, quoi. Quel sens du sacrifice. Mais j'adore ce type. Christian, quelle est ton action déterminante sur ce match?
La défensive a dominé cette partie-là, mais je vais donner le tout aux unités spéciales. C'est le retour de beauté de 98 verges de Jaden Harrison pour débuter le troisième quart. Parce que même à 13-3, je vous dirais que je n'étais pas confortable sur mon fauteuil. Je bougeais, on était stressé. Lorsqu'on a vu ce retour pour débuter là, on a l'impression, attends un peu, là, on va pouvoir respirer, on va pouvoir souffler, se calmer, avoir un peu d'oxygène pour débuter ce troisième quart. Je vous dirais, moi, c'est mon jeu clé. Léo. Moi, j'ai choisi le sac et les fumbles provoqués par R.J. Oben qui effectivement on l'a peu vu sur la saison et il a su step up son niveau au moment et sortir cette grosse action qui je trouve nous lance vraiment dans le match parce que c'est le moment où on arrive à faire un gap et finalement quand on regarde sur toute la perspective du match, Georgia, ils n'ont jamais réussi à combler l'écart qu'on a réussi à créer via ce sac et qui a été plutôt ce momentum qui a été lancé par ce sac. Donc pour moi, c'est cette action-là. Et après, globalement, aussi toute la défense a été énorme tout le match. Donc voilà, mais R.J. Oben pour ce grand moment et j'espère qu'il aura l'occasion de nous en sortir d'autres et qu'on aura l'occasion de le mentionner au prochain, si ce n'est 2 prochains épisodes de ce podcast. Et pour ma part, c'est évidemment l'action dont on a parlé sur la 4e et 1, le changement entre l'unité spéciale et l'attaque qui a mené à un first down pour nous. Parce que c'est ce qui nous permet de gagner le match à la fin, d'éviter une remontée improbable. Et puis parce qu'en fait, c'est une image, une action qui va faire date, qui restera dans les mémoires des fans de Notre-Dame et du fan de college football en fin de saison. Et puis c'est une image aussi qui traduit en fait toute la progression, l'évolution de Marcus Freeman en tant que coach à Notre-Dame. Et voilà, je trouve que c'est un très très beau symbole et puis ça nous permet d'avoir quatre jeux différents. On va faire à l'envers. Quels sont vos 3 MVP? Alors, je vous propose d'en choisir 3 et vous développer à chaque fois sur un seul de ces 3 joueurs. Léo, on commence avec toi. Ton micro est fermé, Léo. C'est pour ça qu'on t'entend pas. Voilà. Désolé, mon excuse. Donc personnellement, j'ai noté alors globalement donc la défense, Riley Leonard pour finalement il a fait ce qu'on lui a demandé de faire, à savoir des passes courtes et du run game et il a été très bon dans ça, et il a été propre. Et celui sur qui je voulais m'arrêter, c'est Adon Schuler, dont on a déjà parlé un petit peu, qui du coup a enregistré 8 tacles, dont 5 solos, plus le fumble qui nous permet d'encaisser, un fumble en red zone qui nous permet à minima d'encaisser 3 points, si ce n'est un touchdown en début de match. Et donc voilà, pour moi, Adon Schuler a vraiment été énorme. Et a même réussi un petit peu à mettre finalement Xavier Watts, qui a quand même fait un gros match un peu dans l'ombre. Donc voilà, Adon Schuler. Christian, à toi. Il y a ce qu'on voit et il y a ce qu'on ne voit pas. Alors moi, mon MVP numéro 1, c'est Xavier Watts. Xavier Watts, qui a été nommé d'ailleurs le MVP du match. 37 couvertures, 37 snaps dans le fond qu'il a joué. Une seule fois, un joueur a été ciblé dans sa direction et aucune verge n'a été gagnée de son côté. C'est la signification d'un excellent joueur. Lorsqu'on n'entend pas parler d'un joueur, c'était un peu ce qui arrivait souvent à Ben Morrison la saison dernière, on lui reprochait, il me semble, pas les mêmes statistiques que l'année précédente. Oui, c'est normal, parce qu'on ne le cible plus, parce qu'on en a peur. Et c'est un petit peu ce qui est arrivé avec Xavier Watts. Jaden Harrison, je vous dirais que je le mets parce que c'est un jeu clé pour moi, ce retour de beauté-là, je le mets dans le top 3. Et je reste sur les unités spéciales. Mitch Jeter, 3 en 3, les 11 points qu'il a fait, pour moi, mérite quand même d'être un MVP, mais il y en a plein. Là. Je vous dirais c'est un travail d'équipe, ce n'est pas une victoire d'un individu, mais je mets Mitch Jeter parce qu'on l'a vu plus dans l'ombre cette année. C'est pour ça que je vous ai demandé 3 MVP, parce que vous en demandez qu'un était une insulte à ce travail. Ça aurait été trop dur. Théo, à toi. J'avais aussi mis Jeter en premier MVP, mais je vais dire Jack Kaiser pour prendre dans la défense.
Il a été présent absolument partout, une pression constante, que ça soit vers le quarterback ou même au niveau du run ou de la passe, il est toujours présent, toujours là. Certes, malgré il y a le DPI en fin de match, mais pour moi qui n'a pas causé grand-chose au final. Heureusement. Mais pour moi, c'est mon vrai MVP de la défense. Certes, Xavier Watts est là. Xavier Watts, c'est une peur. Tu n'as pas envie de lancer vers lui. Jack Kaiser, tu ne peux pas éviter de lancer vers lui ou de courir vers lui. Il est partout. Donc pour moi, c'est mon vrai MVP. Alors, mes deux premiers sont Jeter et Xavier Watts, comme vous. Et mon MVP, celui dont je veux parler, donc le MVP des 3 MVP, c'est Junior Tuihalamaka. Pourquoi ? Un sac, un fumble recouvert, et surtout, si vous regardez le retour de kick-off ou le retour de beauté, ça dépend d'où vous nous écoutez, Tuihalamaka fait un bloc pour Jaden Harrison qui est magnifique. Il ralentit au bon moment pour empêcher Harrison de se faire plaquer, et c'est ce qui l'emmène au touchdown, sur le touchdown de 98 yards. Et je pense que Tuihalamaka, au-delà de sa performance qui est exceptionnelle, représente bien cette équipe. Il n'est pas titulaire, Tuihalamaka. Dans la hiérarchie des Vipers, il était combien ? 4e ? 3e, 4e ? Il n'a pas transféré. C'est comme ça depuis 2 ans, il n'a pas transféré. Dès qu'il joue, notamment, je me souviens, face à Purdue, il est présent, il réussit ses rencontres. Et là, ce match-là, ça a été son meilleur match de carrière parce que il avait à jouer plus souvent, à jouer plus de snaps. Et il a pris l'occasion, quand elle s'est présentée, de performer. Et il a performé. Et aujourd'hui, j'ai vraiment confiance en un joueur comme lui. Et voilà, encore un exemple que quand tu veux te battre pour avoir ta place de titulaire ou quand tu veux te battre pour jouer tes minutes en college football, tu peux les obtenir. Tu n'as pas besoin de transférer, de faire 3 universités différentes. Et Junior Tuihalamaka représente bien tout ça et toute cette profondeur de banc qu'il y a à Notre-Dame. Oui, puis rappelons-nous qu'il avait été recruté initialement pour être un linebacker, mais il ne trouvait pas son chemin pour un poste de linebacker, a été converti en Viper par la suite. Et comme tu l'as dit, à un moment donné, il était numéro 2, et là, Bukaba Traoré est arrivé, lui a pris sa place, et Burnham est arrivé aussi. Il n'a jamais trouvé le bon spot, peut-être, pour être titulaire, puis finalement, nous sort des grands jeux. Ça témoigne, comme dit, du travail d'équipe et globalement du niveau de tous les joueurs. Je pense que la compétition qu'il y a au sein de chaque poste et du vestiaire fait que on a réussi au fur et à mesure de la saison à combler aux différentes absences et blessures qu'on a eues, et ça permet en fait à ce que tous les joueurs aussi soient prêts à jouer, et que finalement quand on se retrouve dans un match comme hier, on ait des joueurs comme R.J. Oben qui n'ont pas été très présents, et comme vous venez de le mentionner, qui arrive à se montrer et à réaliser des gros plays pour l'équipe. On a tout dit sur Notre-Dame Georgia. Je vous propose donc de passer à la présentation de l'Orange Bowl à Miami entre Notre-Dame et Penn State. Ouh là là, ça doit faire longtemps qu'il n'y a pas eu de match entre Notre-Dame et Penn State. Ça fait bien une vingtaine. Je crois que c'est 2007 le dernier Notre-Dame-Penn State. Et en 2007 à Penn State, il y avait encore la légende Joe Paterno, le coach qui a remporté le plus de matchs dans le college football, plus de 400. C'est assez ouf. Penn State, qui a un ancien programme indépendant, bon, ça remonte pas aux années 2000, mais années 80 et peut-être même 90, effectivement. 90, même 90 oui. comme Florida State à l'époque. Penn State qui a battu SMU au premier tour très facilement, en inscrivant notamment 2 pick six, et en battant lors du tour précédent Boise State. Alors sur le score, si quelqu'un peut me le rappeler, je crois que c'est 31-14 ou un score de ce genre, c'est 31-14 en effet. Oui, effectivement. C'était à l'occasion du Fiesta Bowl. Le match aura lieu dans la nuit de jeudi à vendredi à 1h30 du matin et sera diffusé sur ESPN, TSN et beIN qu'on soit au Canada ou en France. Peut-être il y a des rumeurs de matchs qui pourraient être reportés parce que, et là on va y venir, Notre-Dame a 2 jours de moins pour préparer cette rencontre, 2 jours de repos en moins. Bon, ça s'explique par l'attentat qu'il y a eu à Bourbon Street, à la Nouvelle-Orléans, qui a décalé notre rencontre d'une journée. Mais voilà, on a quand même 2 matchs en moins. Là, les joueurs doivent avoir pas mal de courbatures. Ils sont revenus à South Bend de la nuit dernière. Ils vont bientôt repartir à Miami. Je sais que Penn State est déjà à Miami.
va falloir gérer voilà cette différence de forme. Est-ce que vous pensez, vous, que cette différence au niveau de la récupération peut avoir une incidence sur ce match? Oui. Oui. Oui, mais je pense que à la différence de Penn State, on va arriver, quand je dis on, je parle de Notre-Dame, avec un niveau de confiance et aussi une envie de jouer. Enfin, on sort d'un tel exploit et je pense que le sentiment qu'on a, les joueurs doivent le vivre et l'avoir à je sais pas combien de fois plus fort que nous. Et donc, je pense qu'on va arriver avec Penn State, finalement, en playoff, a battu Boise et SMU, qui sont de bonnes équipes, mais qui sont pas des contenders, que personnellement, je considérais pas comme des contenders, des vraies grosses équipes. Et quand on regarde leur saison, ils ont perdu face à Oregon pour le titre de la Big Ten. Ils ont perdu face à Ohio State dans un match où ils ont finalement pas montré grand-chose. Face à USC, ils gagnent, ils s'en sortent au bout d'overtime dans un match très compliqué, dans une période où USC était vraiment pas en forme. Je trouve que même s'ils ont du repos en plus, la confiance sera du côté de Notre-Dame pour moi pour ce match. C'est une bonne équipe quand même, Penn State. Et c'est une équipe qui avait des complexes, un peu comme Notre-Dame, c'est-à-dire une tradition de perdre les matchs clés, de perdre les grands matchs. C'est sûr que cette année, si on regarde les grands matchs qu'ils ont joués, défaite contre Oregon, tu l'as bien dit tout à l'heure, cette défaite contre Ohio State aussi, où ce qu'ils auraient pu gagner, on s'entend, puis c'était à la maison, si je me rappelle bien aussi, ce match-là. Boise State, c'est difficile de savoir le niveau de Boise State puisqu'ils nous avaient offert toute une performance à Oregon au début de saison. Mais je suis d'accord avec toi à savoir, Notre-Dame sera fatigué, il y a l'adrénaline, et là, je sais que parmi les rumeurs qui circulaient, c'était savoir ce qu'on déplaçait tout ce monde-là, tout ce beau monde-là au Cotton Bowl pour inverser les duels. C'était une théorie aussi qui a été exposée. Ce serait compliqué si Penn State est déjà rendu à Miami. Ceci étant dit, ça va être un match très, très, très défensif, encore une fois, puisque Penn State a une très grosse défensive. C'est la clé, mais ceci étant dit, pas que je ne suis pas inquiet, mais Notre-Dame a affronté ce genre d'équipe-là. Indiana avait une très, très bonne défense et Georgia aussi. Donc, ils ont un excellent quarterback. Ils ont des joueurs clés, de 2 running backs du tonnerre qui ont franchi les 1000 verges chacun. Mais je pense que si Notre-Dame se concentre à faire les bonnes choses, un peu comme on a fait contre Georgia, c'est normal de laisser aller beaucoup de longs ballons dans les airs si notre stratégie est de se concentrer pour arrêter l'attaque au sol. Et Penn State, c'est au sol en premier. Alors, si on est capable de modérer Singleton et Allen, puisqu'on sait qu'on a l'une des meilleures attaques contre l'attaque aérienne, si on est capable de limiter les dégâts, on va avoir un excellent match, les amis, mais à faible pointage, encore une fois. Faire attention aussi à Tyler Warren, leur Titan, Oui, qui est oui. un excellent joueur, le futur premier Titan de la draft, pour moi, qui a été ciblé énormément de fois contre Boise State. Surtout pas le négliger ce joueur, qui a Oui, aussi plus de 1100 yards à la passe. absolument. Avec 98 réceptions pour Warren, joueur d'étoile, toute étoile là, du Big Ten. C'est sûr que c'est la cible de prédilection là, pour Drew Allard. C'est sûr que c'est lui qui va viser. Mais et je m'attendais à la même chose de la part de Georgia. J'ai été surpris que les Titans n'ont pas été plus utilisés. Là, on a de la chance face à Tyler Warren. C'est notre escouade de linebacker qui le gardera comme le lait sur le feu. Et peut-être que si les Titans de Georgia n'ont pas été trouvés, c'est que Stockton ne pouvait pas les trouver. Et dans ce cas-là, nous pouvons être rassurés. Maintenant, Tyler Warren semble être une autre paire de manches. D'ailleurs, il ne fait pas que réceptionner les ballons, il court aussi. Il a 4 touchdowns et plus de 200 yards à la course. Pour un tight end, une sorte de couteau suisse, qui a remporté d'ailleurs le John Mackey Award destiné au meilleur tight end du pays en college football. C'est le numéro 44 de Penn State? Non, c'est pas. Les numéros, moi je t'avoue. Non, c'est pas celui qui avait joué, qui avait fait un play en tant que centre sur un trick play face à USC où il avait réceptionné la balle dans la end zone. Je crois il y avait eu une action assez folle comme ça.
Ouais, mais effectivement, je pense que après c'est pas un non plus, si c'est ce mec-là dont on parle, c'est pas un très très gros gabarit dans le sens. Ah non, c'est le 44. C'est le numéro 44. C'est un 6 pieds 6, 252 livres. Là. Il y a de la viande là-dessus. Là. C'est un beau morceau. Ah ouais, ok, je sais pas. Et contre USC, c'était 224 yards à la réception, Tyler Warren. Ouais, c'est ça, ok. Donc c'est bien ce mec-là, ouais. Oui. Fait que oui, Warren est un joueur clé. En notre faveur, quand même, la ligne offensive de Penn State est une ligne offensive qui a été complètement reconstruite. Un seul titulaire de la saison dernière est de retour dans cette équipe. Il y a quand même du talent. Là. Nolan Ritchie était un joueur même que Notre-Dame avait ciblé. C'était la même cohorte que Schwab, si je me rappelle bien. Là, il y avait comme 4 ou 5 joueurs, je pense, du Wisconsin. Qui vient du Wisconsin aussi. Exactement. Effectivement. Il y avait comme 4 ou 5 joueurs de talent cette année-là, comme brigade au niveau des lignes offensives. Et Ritchie avait été ciblé, mais avait terminé à Penn State. Mais, ceci étant dit, c'est une brigade quand même où il y a 4 joueurs je ne veux pas dire de première année, mais qui sont titulaires pour la première fois, un peu comme Notre-Dame. Donc, nous aurons moins de complexes. Et je ne suis pas certain que Penn State a affronté, ou ils ont affronté Oregon, une défensive aussi agressive que Notre-Dame. Il y a eu Ohio State, Oregon, ils ont eu quelques tests, mais c'est des matchs contre lesquels ils ont eu de la difficulté. Mais je pense que Penn State est une équipe où la situation du quarterback est relativement similaire que celle de Georgia, non pas qu'il soit quarterback numéro 2, hein, Drew Allard est le quarterback numéro 1 des Nittany Lions, mais il a du talent, mais ça a été compliqué, quoi. En fait, ce qu'il faut, c'est l'empêcher de lancer. On est quand même spécialiste pour ça, finalement. Oui, on est la meilleure, on a la meilleure défense aérienne du pays. Toutes les statistiques le montrent et il faut à tout prix empêcher ces big plays de la part de Penn State et réussir, bon, on va dire, faut tout empêcher et réussir à museler Tyler Warren, parce que si tu évites ces big plays et que tu muselles Tyler Warren, le plan de jeu pour Penn State devient très facile. C'est donner le ballon à Nick Singleton, d'ailleurs qui a été recruté par Notre-Dame, et à Kaytron Allen. Et ces deux-là sont de très bons running backs, mais quand je vois la façon dont nous avons défendu les running backs cette année, eh ben, je préférerais que ces deux joueurs aient les ballons et les portées, même s'ils sont extrêmement talentueux et que c'est peut-être le meilleur one-two punch du pays. Je préfère les voir avec le ballon quand on voit, nous, les performances qu'on a données face au jeu à la course de certaines équipes. Et je pense que ça va jouer ici. Sinon, pour la défense, il faudra faire très attention. C'est une défense qui provoque des turnovers. La preuve face à SMU avec Kevin Jennings qui a lancé 3 ou 4 interceptions, dont 2 pick six. Alors là aussi, il va falloir être très vigilant avec le ballon parce que Penn State pourra de la même façon que nous se nourrir des turnovers. Maintenant, nous sommes une meilleure équipe, mais je ne sais pas si je dis ça pour me rassurer. Le fait d'avoir battu Indiana, d'avoir battu Georgia avec ce niveau d'émotion et avec tout cet influx nerveux laissé à la Nouvelle-Orléans, il faut vite se remettre dans le match pour battre Penn State. En fait, faut qu'il y ait le déclic, quoi. Il faut qu'on rebascule tout de suite sur ce match-là, qu'on le prépare bien, surtout que nous n'avons pas beaucoup de temps. Et voilà, moi, ce qui me fait peur, c'est que on soit encore dans le match, dans le Sugar Bowl, qu'on n'ait pas pris la mesure de ce qui allait se passer, que nous nous déplacions à Miami pour une place en finale nationale, ce qui est quand même un enjeu énorme et ça me fait un peu peur de ce côté-là. Ce que je peux rajouter comme inquiétude, c'est que quand je regarde la saison de Penn State, leur deuxième meilleur match, meilleure performance au sol, c'est contre Oregon, 292 verges au sol. C'est énorme. 266 verges contre Washington. Ils ont gagné dans quasiment plus de 200 verges dans 9 matchs cette année, dont un on l'a vu contre Boise State aussi. Donc, des grosses défenses. Ils ont réussi à traverser Oregon. Si je me rappelle d'Ohio State, ça avait été plus difficile, à peine 120 verges contre Ohio State. Mais défensivement, ils sont capables également d'arrêter l'attaque au sol. Oregon avait gagné 183 verges. USC avait gagné 189 verges. Mais beaucoup de matchs où ils ont gagné, ils ont donné moins de 100 verges cette année. Fait que c'est une excellente défense aussi, avec un joueur monstrueux, Abdul Carter, qui sera surveillé, le defensive end
11 sacs cette saison, 22 plaqués pour des pertes. Première équipe d'étoiles du Big Ten. Il sera à surveiller. Ils ont un excellent linebacker aussi en Cody King qui a réussi 3 sacs, 9 plaqués pour des pertes aussi cette année. C'est les joueurs clés. Il y a un safety aussi, Reed, qui est très, très bon, qui fait tout sur le terrain. Plaque des sacs, 3 interceptions, recouvre un genre, leur Xavier Watts à eux aussi. À noter qu'ils ont une défensive qui ressemble plus à... Ils ont un nickelback, fait que c'est beaucoup plus du 4-2-5, là, si vous voulez, comme défense standard. Vous allez retrouver un nickelback avec un safety et un free safety également. Mais c'est un bon vieux 4 traditionnel en avant, avec 2 defensive ends et même des tackles en avant, là, même pas de guard. C'est la bonne vieille tradition du Big Ten que l'on retrouve là. Dans le cas de Penn State, c'est la 25e meilleure attaque au niveau des points cette année au niveau du collège avec 33,7 points. C'est la 7e meilleure défense. Bon, vous allez me dire, qu'est-ce que ça me dit ça? Ben, pour comparer avec Notre-Dame, Notre-Dame est la 4e meilleure attaque avec plus de 37,7 points et la 2e meilleure défense en donnant 13,9 points par partie. En bon français, il n'y aura pas beaucoup de points dans cette partie-là. Alors, si j'avais à gager au casino, je doute qu'on dépasse les 50 points, même les 45 points pour les deux équipes. Je vous parle de points tous les deux équipes cumulées. On devrait avoir une partie inférieure à ce pointage. Ça me fait toujours peur le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de points dans ces matchs-là parce qu'on est beaucoup tributaire des turnovers et des jeux des special teams. Alors, ça nous sourit parce qu'il n'y a pas meilleur que nous sur les special teams et pour les turnovers. Et sur les turnovers. Mais je suis pas Bill Belichick ou Nick Saban en disant ça. Ça reste quand même hypothétique. Ça se provoque, évidemment, je dis pas l'inverse. Mais il faut les provoquer et on n'est pas à l'abri d'un match où Penn State ne fait aucun turnover et où, au lieu de repartir dans leurs 30 yards, comme c'était le cas avec Georgia, que nous soyons obligés de repartir de nos 25 yards à nous. Et puis voilà, je psychote, j'ai peur parce que j'ai toujours peur quand Notre-Dame joue. Donc, faut bien se faire peur. Faut se faire peur pour après prendre du plaisir, mais c'est comme ça. Oui. C'est une attaque qui ne donne pas, effectivement, 5 fumbles dans toute la saison, 9 interceptions. C'est du jeu prudent. Quand vous regardez Penn State jouer, on va être très prudent. Ce n'est pas une équipe qui a 4-1 qui va commencer à faire des jeux spéciaux. Et si ça se trouve, on va mettre 2 tie-ends pour que ça passe. On va jouer un football très, très, très prudent. Ça va jouer dans les tranchées qu'on appelle. Fait que la ligne défensive devra dicter le ton. C'est là qu'effectivement qu'un Riley Mills va nous manquer probablement, mais je fais confiance à Golden dans toute sa créativité et on aura un Kingston qui aura une semaine de plus de récupération aussi, qui pourra peut-être contribuer davantage. Et Golden, qui est un ancien tight end de Penn State, pour ceux qui ne le savent pas, oui. Dans les années 90, qui avait marqué un touchdown au Notre-Dame Stadium, là aussi dans les années 90. Oui, puis si je peux vous rajouter quand même, pourquoi Penn State est soudainement excellent cette année, si on compare aux autres saisons. On a changé complètement les coordonnateurs offensifs et défensifs cette année. Au niveau offensif, Andy Kotelnicki, qui est l'ancien coordonnateur offensif de Kansas. Et à Kansas, ça avait été très bon. C'est un bon. Oui. Léo a vendu la mèche en parlant des trick plays, mais il faisait déjà des petites choses comme ça. Pas piquer des hannetons à Kansas, donc ça m'étonne pas du tout qu'il le refasse à Penn State, même s'il a dû un peu être verrouillé par James Franklin. Absolument, oui, pour endormir le jeu. Il avait suivi Léopold de Buffalo avant ça. Il avait été coordonnateur offensif également de 2015 à 2020. Et du côté défensif, on est allé chercher l'ancien head coach d'Indiana, Tom Allen, un coach très, très, très défensif. Il a été head coach de 2017 à 2023 là-bas. Il a fait un travail colossal également avec cette équipe. Mais je ne crois pas, on a parlé beaucoup du calendrier de Notre-Dame qui est un petit peu plus facile cette année. Penn State, oui, a eu 2 gros tests, mais ce n'était pas un calendrier si compliqué que ça. Alors, je me suis amusé à décortiquer un peu. Il n'y a rien de mieux que de comparer match contre match. Fait que Penn State, Notre-Dame contre USC, Léo, tu m'en as parlé tantôt au niveau du pointage, mais Penn State avait quand même gagné 518 verges
total, mais avait quand même été intercepté à 3 reprises contre USC. Du côté de Notre-Dame, 436 yards, et on avait eu 2 revirements du côté de Notre-Dame. Mais au niveau défensif, ça avait été plus compliqué pour la défense de Notre-Dame contre USC avec 360 verges contre la passe. Rappelons-nous, on a eu un match très, très compliqué de ce côté-là pour 557 verges au total, mais notre défense avait réussi 2 interceptions. Et si je regarde contre USC, ben Penn State avait quand même accordé 409 verges contre USC avec une interception. Mais les 2 mêmes équipes ont affronté Purdue. 66-7 Notre-Dame contre Purdue et 49-10 Penn State contre Purdue. Et c'est là que Notre-Dame a nettement mieux dominé Purdue que Penn State. Au total, si on compare, ben, c'est les 2 interceptions. Aucune interception de Penn State. Les revirements avaient fait la différence dans ce match-là, rappelons-nous. Et Notre-Dame avait limité Purdue à 162 verges au total, tandis que Penn State avait donné 302 verges. Donc, c'est 2 éléments de comparaison avec des équipes de même niveau, mais effectivement, comme Léo, tu l'as si bien dit tout à l'heure, ce n'était pas le même USC, ce n'était pas le même quarterback qui jouait, ce n'était pas le même style de jeu aussi lorsque Notre-Dame a joué USC comparativement à Penn State. Contre USC, Penn State a gagné en overtime. Oui. Et deuxième overtime, hein, si je ne me trompe pas, c'est pas la première ou la deuxième? Ça, je m'en souviens plus. Je me souviens qu'ils ont gagné de 3 points. Mais... Ça avait été très serré. Mais je me demande même s'ils come back pas en fin de match. Enfin, ils étaient vraiment à 2 doigts de se faire upset en plus. Enfin, ouais, moi, pour être honnête, Penn State, ça fait sur les dernières semaines de saison régulière, ça faisait un moment que dans les classements de la PayPal, même du CFP, personnellement, je les aurais mis derrière Notre-Dame sur ce que je voyais et donc voilà, ça va être finalement un duel très serré, quelque chose qu'on peut mentionner aussi qui a été très surprenant quand même avec les playoffs, c'est que finalement les 4 équipes qui ont eu un bye week ont perdu pour leur premier tour. Oregon a perdu, Georgia a perdu, Boise a perdu et Arizona State a perdu. Et donc au final, on se retrouve, ça va être vraiment très serré, je pense, comme duel, mais je sais pas si on passe au pronostic ou si vous aviez d'autres trucs à ajouter sur le match. Ben, ce que je veux rajouter, c'est différents commentaires sur les médias sociaux où justement on soulevait ce point-là que les 4 équipes qui ont eu un bye ont perdu. Je vais être prudent là-dessus. Oui, je donne la victoire au Ohio State. Ça, dans ma tête à moi, effectivement, c'est un petit peu plus la surprise parce qu'on se serait attendu qu'Oregon gagne, même si c'est très, très, très difficile lorsqu'une équipe affronte une seconde fois la même équipe dans la saison de l'emporter. Mais pour les autres, les véritables favoris, puis je veux juste qu'on recule peut-être avant la défaite d'Ohio State contre Michigan, ben, les 4 meilleures équipes au pays, c'était Texas, c'était Ohio State, c'était Penn State, c'était Notre-Dame. Fait que, de retrouver ces 4 équipes-là en demi-finale, ça tient la route quand même. N'en déplaise aux supporters encore là de la SEC que j'aime taquiner dans ce podcast, qui auraient peut-être voulu qu'il y ait 5 équipes de la SEC parmi les 4 finalistes. C'est malheureusement pas possible. Mais quel plaisir que ce serait de voir Ohio State aussi, je ne veux pas me commettre là, mais la vengeance de la saison dernière et de l'autre saison, d'avoir Ohio State en finale et d'avoir aucune équipe du SEC en finale. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on va trouver comme commentaire dans les médias sociaux? Ce sera spectaculaire. Paul Feinbaum, on vous salue. Après, avoir Texas en finale, c'est une victoire plus facile qu'Ohio State. Moi, faut penser à Penn State avant, mais c'est vrai que je préférais avoir Texas que Ohio State. Vu le niveau affiché par Ohio State récemment. Ils sont forts, Ohio State. C'est l'équipe de l'heure. Texas qui a failli perdre en plus contre Arizona State. Non, je vous dirais juste, c'est pour le recrutement de Notre-Dame, une victoire contre Ohio State aurait beaucoup plus de signification qu'une victoire contre Texas. On redeviendrait la puissance du nord-ouest des États-Unis pour le recrutement aussi, là, comme je vous disais, mais pour l'image également. Mais je comprends très bien qu'on aurait une préférence pour Texas. Mais encore là, Quinn Ewers, qui, depuis sa blessure, n'est plus le même. Je ne vais pas aller plus loin. Limitons-nous à Penn State. On pourra faire un autre podcast là-dessus. On refera un épisode la semaine prochaine. Si tout va bien. Passons au pronostic. Qui veut se mouiller en premier? Moi, je vous avoue que j'ai un peu du mal avec le pronostic face à Penn State. Ça va être serré, que les 2 équipes semblent proches quand même. Penn State fait une très bonne dernière partie de saison. Hein. Ils ont fait un excellent match face à Oregon en finale du Big Ten.
Ils battent SMU très facilement. Alors certes, SMU était en dessous, mais ils les battent aisément, comme nous on a battu aisément Indiana, comme c'était le cas pour les autres matchs. Ils battent Boise State, j'allais pas dire facilement. C'était le match le moins abouti des trois, mais après Boise State reste quand même en dessous, quoi qu'on puisse en penser, et malgré Ashton Genty. Donc je sais pas ce qu'il faut penser de ce dernier match. Est-ce que c'est un dernier match qui doit nous donner de la confiance tant Penn State n'a pas été ultra dominant, quoi? Ou alors est-ce que justement il faut s'en inquiéter? Quoi qu'il arrive, évidemment, il faut s'en inquiéter parce qu'on est en demi-finale du college football. Là, on joue le titre maintenant. Ça y est, on jouait pas le titre il y a encore 2-3 semaines. On était des contenders. Mais là, maintenant, on joue vraiment le titre. Et on doit surtout pas mésestimer cette équipe de Penn State. Alors moi, mon pronostic, je vais faire un +3. Notre-Dame, +2,5 Notre-Dame. J'ai de nouveau confiance en Mitch Jeter et un field goal salvateur dans les derniers instants. Ouais, moi je pense que comme on l'a dit, ça va être un match très serré, mais finalement c'est ce qu'on pensait aussi du match face à Georgia, enfin plus dans la philosophie dans laquelle on voulait que le match se développe, c'était un match serré dans lequel on arrivait à prendre le dessus et c'est ce qui s'est passé et on s'en sort avec 13 points d'avance. Donc vu mon point de vue sur Penn State et le niveau proposé, moi je vais donner Notre-Dame vainqueur par 10 points. Et voilà. Alors peut-être que je recommencerai à. J'espère que je jinxerai pas Notre-Dame sur le groupe à 5 minutes de la fin. Bah non, sinon si il y a jamais Christian qui fait 50 km de voiture et qui va venir te noyer dans le Niagara. En ce moment, c'est rapide de se noyer à Montréal, hein, vu le froid qu'il fait, mais ouais. Plus 10 pour Notre-Dame pour moi. Allez, je vais me lancer. Je vais donner aussi Notre-Dame vainqueur. +6. Je pense que Mitch Jeter va nous lâcher son meilleur match en carrière. 3 ou 4 field goals durant le match. De nouveau, plus de 11 points. Et ça va être un match de tranchée comme Georgia. Ça va courir. J'espère que Riley Leonard ne va pas trop courir au point de se blesser. Ça serait vraiment dommage. Mais oui, gros match de run. On va pas jouer à la passe énormément. Il sera à moins de 100 yards à la passe. Du côté de Penn State, faut stopper Warren, le Titan, et Harrison Wallace, le receveur. Et le reste, ça passera nickel parce que notre défense contre la course est exceptionnelle. Notre-Dame est sur une séquence de 12 victoires consécutives. C'est l'équipe universitaire présentement qui a le plus de victoires consécutives et ça va se prolonger à 13 contre Penn State. Et si on regarde cette séquence victorieuse, Notre-Dame gagne par un minimum de 10 points. Alors, je n'ai pas le choix de suivre Léo. Ça va être par plus de 10 points. Je crois que Penn State est un adversaire moins costaud que Georgia. Et n'oublions jamais, et là je reprends vos mots, c'est pas, mais j'ai aimé ce que j'ai entendu plus tôt aujourd'hui. N'oublions jamais l'impact de cette victoire contre Georgia pour la confiance pour les prochaines parties. Je pense que là, ce qu'on appelle le mental toughness, la force du mental pour ce genre de duel-là, tout le monde accepte le message de Freeman. On est prêt à mourir sur le terrain pour cette victoire-là. Je vous dis, nous avons une saison historique et elle n'est pas terminée. Vous remarquerez la prudence européenne de Théo et moi et l'optimisme nord-américain, canadien plutôt, parce qu'il n'y en a aucun des deux que les États-Unis, de Christian et de Léo. Mais bref, voilà, nous sommes 4 à voir Notre-Dame s'imposer face à Penn State la semaine prochaine à l'occasion de l'Orange Bowl, un match qui aura lieu à Miami dans la nuit du jeudi au vendredi à 1h30 du matin, heure française, et donc au Canada, 19h30 ou 18h30 ? C'est 19h30 si je me trompe 19h30. Ouais, 19h30, ouais. Si vous nous écoutez de là-bas, et en attendant, nous on a juste une chose à vous dire, c'est Go Irish. Go Irish. Passer une bonne semaine dans l'attente de ce match, pas trop stressante la semaine, j'espère, et vous, pas trop stressé. Moi, je peux vous garantir que c'est pas le cas pour moi. Je continue à perdre des cheveux, à transpirer, mais ce qu'il y a au bout est potentiellement très très beau. Maintenant, il faut avoir l'humilité
de penser au match face à Penn State et pas plus loin. Faut y aller step by step. Mais je pense que depuis cette défaite face à Northern Illinois, Marcus Freeman a très bien compris qu'il fallait pas qu'il fallait pas mettre la charrue avant les bœufs, en fait, tout simplement. Et j'ai confiance en lui et son coaching staff pour battre Penn State. Donc, merci à tous de nous avoir écoutés. Et on vous dit à dans une dizaine de jours pour le résumé de Notre-Dame Penn State et la présentation de la finale nationale entre Notre-Dame et Ohio State ou Texas. Go Irish! Bonne semaine. Bonne semaine à tous. Salut tout le monde.